Victor, c'est bon? Ouais, c'est bon, je vois l'écran. Ok, très bien, Je te laisserai dérouler. très bien. Bonjour à tous, merci de cette connexion relativement matinale. On va accompagner l'éclaircissement de la journée donc, avec ce sujet fiscal sur un dispositif de remboursement d'impôt sur le revenu au travers d'une demande alors, qui s'appelle CIMR complémentaire et on verra ce à quoi cela correspond. Quelques mots de présentation en amont. Je m'appelle Rui Cabrita, je suis avocat fiscaliste associé du cabinet Solégal inscrit au barreau de Paris et j'accompagne essentiellement les PME et leurs dirigeants sur leurs problématiques fiscales, qu'il s'agisse de sujets en matière de conseil ou en matière de contrôle et de contentieux fiscal. Et au quotidien, je suis accompagné par Victor Lebihan, qui est fiscaliste et qui m'accompagne sur tous ces sujets. Et on aura l'occasion de revenir sur les éléments d'information que vous pourrez consulter à l'issue de cette présentation. Donc, si on revient sur notre présentation, le sommaire en quelques points, on va commencer par un rappel du contexte qui est celui du prélèvement à la source et de l'année blanche, donc contexte dans lequel s'inscrit aujourd'hui cette demande qui peut être faite. Nous verrons ensuite quel a été le dispositif initial appliqué au titre de cette fameuse année blanche en 2018 qui avait fait, qui avait fait les titres de pas mal de journaux à l'époque. On verra ensuite quel dispositif complémentaire à cette année blanche a été mis en place, et c'est ce dispositif qui permet aujourd'hui de demander un remboursement d'impôt. Nous verrons ensuite un exemple, et enfin nous terminerons par quelques mots sur concrètement comment la demande est faite. Donc, le rappel du prélèvement à la source et de l'année blanche. En fait, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, si on a encore une action à faire à compter du dernier avis d'impôt qui a été reçu, c'est parce que tout ça s'inscrit dans ce fameux passage au prélèvement à la source qui a été fait à compter du 1er janvier 2009. Pour rappel, historiquement, nous étions sur un décalage usuel entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que nous payions en année N plus 1 les revenus, l'impôt sur le revenu de l'année N. C'est-à-dire que les revenus d'une année étaient toujours payés l'année suivante. Alors, soit par le système traditionnel d'acompte, soit avec le système de mensualisation. Mais on était toujours avec ce décalage. Les revenus de l'année N étaient déclarés en N plus 1 et c'était à ce moment-là qu'on réglait l'impôt au titre de l'année concernée. Et donc, nous étions toujours avec un décalage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un alignement parfait entre le paiement de l'impôt et la période à laquelle le paiement de cet impôt se rapporte. Et c'est cet alignement qui est venu mettre en place le prélèvement à la source. Et l'idée en rythme de croisière, c'est que je paye mon impôt sur le revenu par rapport au revenu de l'année considérée et on supprime ce décalage, même si le décalage existe toujours en matière déclarative. On a toujours une déclaration fiscale qui est faite l'année d'après, l'année après la perception du revenu. L'année de transition. L'année de transition est celle finalement de la première année de mise en place du prélèvement à la source, c'est l'année de 2019. Pourquoi ça a été une année particulière et qui a dû faire l'objet d'un correctif que l'on va voir, c'est que si on avait eu une entrée en vigueur du prélèvement à la source de manière sèche et directe, on se serait retrouvé avec une double imposition. C'est-à-dire qu'en 2019, nous aurions payé de manière traditionnelle l'impôt sur le revenu 2018 afférent donc au revenu de l'année 2018, puisque le prélèvement à la source ne concerne que les revenus de 2019. Donc 2018 était censé continuer à être la dernière année avec l'ancien système de ce décalage, et en revanche 2019 étant la première année de mise en place du prélèvement à la source, alors qui dans notre cas de dirigeant s'appelle l'acompte, nous aurions donc dû payer en principe deux impôts la même année,
avant de rebasculer en rythme de croisière en 2020 avec effectivement un seul paiement d'un impôt au titre d'une année de revenus. Pour éviter finalement cette double imposition, un mécanisme a été mis en place pour mettre en place, on va dire en douceur, le prélèvement à la source. Ce correctif, c'est cette fameuse année blanche, ça c'est le terme, on va dire, vulgarisé qui a été largement relayé à l'époque, avec de nombreuses interrogations finalement, mais est-ce qu'il y a vraiment une année blanche, etc. En termes techniques, l'année blanche s'appelle un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. À ce stade, retenez l'idée qu'il y a eu un crédit d'impôt qui a été mis en place pour effacer l'impôt sur le revenu de 2018. C'est pour ça qu'on a souvent parlé de l'année blanche en 2018. Est-ce que 2018 était vraiment une année blanche, etc. À l'époque, si vous tapez sur Internet, vous trouverez beaucoup de résultats. Ça a été très, très commenté à l'époque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour la plupart des personnes en 2019, lors de la déclaration des revenus 2018, en fait, la déclaration fiscale a intégré automatiquement un crédit d'impôt donc sur l'IR qui devait être dû pour 2018 afin de l'annuler pour que le seul impôt qui soit vraiment décaissé par les contribuables soit le paiement de l'impôt 2019. Ce crédit d'impôt a été total pour les salariés, mais pas pour les dirigeants. Et on va y revenir. Donc, en principe, l'idée, le message qui avait été véhiculé à l'époque pour le grand public, c'était de dire 100% de l'impôt qui est lié au revenu 2018 est annulé. Et ça, c'était vrai pour les salariés, quel que soit le montant que le salarié ait déclaré au titre de l'année 2018. Ce n'a pas été le cas pour le dirigeant. Pourquoi cela n'a pas été le cas pour les dirigeants? En gros, on a voulu limiter l'ampleur du crédit d'impôt pour les contribuables qui sont en capacité de piloter leur rémunération, donc de décider du montant qui peut être versé au cours d'une année. Donc, on a voulu, une mesure particulière a été mise en place pour calculer ce crédit d'impôt, et cela concerne donc le dirigeant. Et quand on parle de dirigeant ici, on entend soit le dirigeant qui est assimilé salarié donc de SAS ou de SASU, soit les dirigeants article 62 qui sont également traités en gros comme des salariés, mais uniquement au plan fiscal. Et donc là, je pense aux gérants de SARL, par exemple, lorsqu'ils contrôlent la société. En fait, cette condition qui est posée par la mesure, là encore, s'explique par la volonté de limiter les effets d'aubaine liés au pilotage de la rémunération de l'année 2018 et que les dirigeants, voyant que l'année 2018, l'impôt sur le revenu de l'année 2018 était effacé, se disent bah, tiens, je vais faire x2 au niveau de ma rémunération pour éviter de payer l'impôt. Bon, cet effet d'aubaine, pour moi, était quand même un peu exagéré, puisqu'il ne suffisait pas d'augmenter sa rémunération pour ne pas payer d'impôt, puisque quelqu'un qui aurait exagérément augmenté sa rémunération aurait eu aussi une augmentation de ses cotisations URSSAF, etc. Mais à la fin, c'est vrai que si on augmente sa rémunération, à la fin, on aura quand même une économie d'IR. Donc, le dispositif n'a pas voulu, on va dire, exclure le dirigeant de cette mesure de crédit d'impôt, mais a simplement voulu limiter l'étendue de ce crédit d'impôt et est venu introduire une distinction entre le revenu non exceptionnel, où finalement le dirigeant se retrouve comme n'importe quel contribuable au titre de cette mesure, donc le revenu non exceptionnel qui lui bénéficie du crédit d'impôt, et le revenu exceptionnel qui, lui, reste imposé à l'IR. Là, je vais laisser la parole à Victor qui va vous introduire finalement comment visuellement ce dispositif initial de limite d'étendue du crédit d'impôt s'est traduit. Voilà, merci. Alors, du coup, vous avez bien compris qu'en 2019, vous avez liquidé de l'impôt 2018
donc c'est-à-dire la dernière année du décalage usuel. Donc, la rémunération de 2018, elle est en totalité ou partiellement exonérée. Donc, pour les dirigeants, on a vu que c'était partiellement exonéré, notamment en raison de ce caractère exceptionnel ou non de la rémunération. Comment on calcule une rémunération exceptionnelle? Donc, à quel moment la rémunération sera exceptionnelle? Ce sera la fraction de rémunération qui ne correspond pas à la rémunération la plus élevée des 3 dernières années, c'est-à-dire entre 2015, 2016, 2017. Donc, en clair, lorsque vous prenez la plus haute de vos rémunérations version 2015, 2016, 2017, vous verrez que la totalité de 2016, au cas particulier, sera considérée comme un revenu non exceptionnel, puisque c'est la plus haute des 3 dernières années. La fraction excédentaire ne sera pas calculée, ne sera pas considérée comme une rémunération exceptionnelle, sera considérée comme une rémunération exceptionnelle, ce qui signifie que vous n'êtes pas exonéré sur cette fraction de rémunération. Donc vous verrez que cela ça a été traduit dans les déclarations fiscales. Donc voilà, sur cette slide-là. Vous voyez que vous avez dû renseigner sur une annexe à la déclaration numéro 2042 vos rémunérations nettes des années 2015, 2016 et 2017. Et c'est grâce à ce cadre ici que l'administration a automatiquement calculé le crédit d'impôt qui vous sera octroyé, et donc à hauteur de la plus haute des rémunérations 2015, 2016, 2017. Voilà. Donc, l'idée à ce stade, pour comprendre ensuite ce qu'on va pouvoir faire, c'est de se dire, finalement, pour 2018, en gros, la mesure vient établir un référentiel. Ce référentiel, ça a été la plus haute des rémunérations sur les 3 années qui ont précédé. Donc voilà, l'idée est de dire, pour la rémunération 2018, moi, dirigeant, je suis concerné par ce référentiel. C'est-à-dire, j'ai donné un référentiel à l'administration fiscale qui a été la plus haute des revenus, entre 15, 16, 17. Jusqu'à ce montant-là, j'ai eu mon crédit d'impôt, je n'ai pas payé d'hier. Et pour la partie qui était au-dessus, j'ai payé de l'impôt. Et donc, aujourd'hui, on peut finalement mettre à jour sa situation, puisque l'idée du dispositif était de dire, tant que je suis en 2018, je ne peux que regarder le passé pour savoir si 2018 la rémunération de 2018 était normale ou pas. Le dirigeant, aujourd'hui, bénéficie du deuxième temps de la mesure, qui est de dire, maintenant que j'ai déclaré 2019, refaisons le point et refaisons les comptes. En gros, l'idée est que 2019 peut devenir un nouveau référentiel. Aujourd'hui, on peut avoir donc ce complément de crédit d'impôt octroyé par comparaison de la rémunération 2019 à celle perçue en 2018. En gros, l'idée est de dire, finalement, si 2019 est supérieur à mon précédent référentiel, et ou s'il est égal à 2018, 2019 devient ce nouveau référentiel. Et l'idée est de dire à l'administration fiscale, sur 2018, sur ce morceau qui était au-dessus de ce référentiel où vous considérez que finalement c'était une rémunération anormale, une rémunération exceptionnelle, non, regardez, parce qu'en 2019, je me suis versé une certaine somme, et donc du coup, ça vient finalement contredire le fait que 2018, ce delta de rémunération ici était exceptionnel. Donc voilà, l'idée est de dire, si finalement, tant que je ne connaissais pas 2019, j'ai payé un impôt sur cette partie qui excédait ce plafond temporaire qui m'a été attribué, si 2019 a été aussi une bonne année, du coup, je peux demander un montant de réduction, un montant de crédit d'impôt à hauteur de l'impôt qui correspond à cette partie excédentaire. Donc, globalement, il y a principalement 2 cas qui vont pouvoir déclencher une demande de remboursement. C'est soit finalement le cas le plus simple où 2019, la rémunération déclarée en 2019 est supérieure ou égale à la rémunération 2018. Mais on a aussi un autre cas où, certes, la rémunération 2019
est inférieure à la rémunération de 2018, mais elle est supérieure à la rémunération finalement qui a servi de référentiel entre 15, 16 et 17. Donc voilà, l'idée est de, à minima, si 2019 a été supérieur à 15, 16, 17, bah, on est dedans. Et ensuite, l'ampleur va varier selon la comparaison entre 2019 et 2018. Donc là, pour l'illustrer, le premier cas, la rémunération 2019 est supérieure ou égale à la rémunération 2018. Bon, bah, là, c'est assez clair. On a considéré qu'il y avait cette partie-là excédentaire de 2018 qui était un revenu exceptionnel car supérieur à 2016. Donc, j'avais bénéficié d'un CIMR initial à hauteur de cette partie-là. J'avais payé de l'impôt à hauteur de cette partie-là. Mais finalement, comme 2019 est égal ou supérieur, 2019 devient le nouveau référentiel. Donc, en fait, cette ligne en pointillé qui est ici, c'est comme si on la mettait au-dessus, soit ici, soit là. Et on voit alors que 2018 est en dessous. Ça, c'est pour illustrer le cas numéro 2. Certes, on a un 2019 qui est inférieur à la rémunération de 2018, mais comme 2019 est supérieur au précédent référentiel, là encore, on a un complément d'impôt. Et là, on a un complément de crédit d'impôt, mais on aura toujours une partie, c'est-à-dire l'impôt ne pourra pas être effacé à 100%, contrairement à ce cas-là, au cas précédent, où 2019 est égal ou supérieur. Le cas exclu naturellement, et ça montre bien, finalement, ça vient confirmer le caractère exceptionnel de la rémunération excédentaire en 2018. Le cas exclu, c'est finalement 2019 est à la fois inférieur à 2018 et inférieur finalement au précédent référentiel qui a été utilisé de 2016. Et là, on n'a rien à faire. Et finalement, cette situation illustre bien aussi le dispositif qui avait été mis en place. Et finalement, 2018 était bel et bien une année exceptionnelle. Et donc, à ce titre-là, la partie excédentaire devait payer de l'impôt et on ne pouvait pas revenir dessus. Un exemple pour mettre quelques chiffres en perspective, Victor? Oui, alors cet exemple, il a été fourni par l'administration fiscale, donc dans les BOFIP, donc dans ce qui sont les commentaires de l'administration fiscale. Donc ça permet de comprendre bien l'interaction entre le CIMR initial et le CIMR complémentaire. Là, je pense que par souci de simplicité, l'administration a pris des données simples, c'est-à-dire un contribuable célibataire et qui ne détient qu'une seule rémunération, c'est-à-dire une rémunération de dirigeant d'une seule société. Le cas particulier, ça va être le cas numéro 1 expliqué par Rui tout à l'heure, puisqu'on voit qu'on est sur une rémunération croissante entre 2015 et 2016, enfin de 2015 à 2019, les montants augmentent, les montants de rémunération augmentent tous les ans. Donc, vous pouvez le voir sur le schéma en dessous, voilà, c'est-à-dire que c'est une rémunération croissante. Le principe, donc dans un premier temps, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que la plus haute des rémunérations perçues entre 2015 et 2017 se trouve à 2017. Les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu font que le CIMR se retrouve de l'ordre de 13,9 milliers d'euros, donc à hauteur du plafond de la plus haute des rémunérations, c'est-à-dire le CIMR initial. Et dans une situation pareille, vu que vous avez des revenus 2019 supérieurs à vos revenus 2018, vous aurez le droit de demander un CIMR complémentaire. C'est sur la slide du dessous, oui. Voilà. Donc, vous voyez que la rémunération de 2019 étant supérieure à 2018, le CIMR complémentaire correspond à la différence entre le CIMR qui a bénéficié du plafond initialement et la rémunération 2019 qui devient le nouveau référentiel. Donc, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire une demande de CIMR complémentaire de l'ordre de 2 000 euros, puisque c'est la fraction qui aurait été octroyée dès 2018 si la totalité de la rémunération de 2018 avait été considérée comme non exceptionnelle et donc exonérée d'impôts. Cette demande, elle se fait par voie de réclamation contentieuse que Rui pourra vous expliquer. Voilà.
Effectivement, aujourd'hui, on peut faire… alors, je vois qu'il y a des conversations. Alors, je vais en profiter peut-être pour marquer un temps d'arrêt. Bonjour, serait-il possible d'obtenir la présentation par mail? Oui, Madame Mottet, vous pourrez faire suivre la présentation. Oui, bien sûr. Euh, Ensuite, je vois une question. Je n'ai pas l'ensemble du nom, mais Evan Monro. J'ai pas, excusez-moi, hein, j'ai pas l'intitulé complet du nom de la personne. N'y a-t-il pas un K3? Effectivement, le K3, je ne l'ai pas développé ici, puisqu'on va dire c'est le cas qui est le moins, enfin qui est soumis le plus à éléments de preuve. C'est-à-dire que le cas 1 et le cas 2 que nous venons de voir sont plutôt des cas voilà, où on est plutôt sur un comparatif de rémunération. Alors, naturellement, ensuite, l'administration pourra toujours poser des questions sur tel ou tel élément. Et effectivement, le cas 3, c'est finalement, si je reviens sur la présentation, le cas 3 pourrait s'appliquer à cette situation, en fait. C'est-à-dire ici, on avait dit que finalement, dans cette situation, j'étais ni dans le cas 1, puisque 2019 est inférieur à 2018, et je n'étais ni dans le cas 2, puisque 2019 était inférieur à 2016. Donc ici, on va dire, il y a le cas numéro 3, le cas subsidiaire, qui nécessiterait de dire, effectivement, 2018, ma rémunération est exceptionnelle, mais non pas parce que j'aurais prélevé sur les réserves de la société, j'aurais thésaurisé auparavant pour tout décaisser en 2018. Et ce serait effectivement de dire, 2018 a été une bonne année pour moi à titre perso en tant que revenu de dirigeant, parce que ça a été aussi une bonne année pour ma société. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait démontrer, c'est que finalement, que cette évolution que l'on a au niveau de la rémunération, soit on puisse la mettre en perspective par rapport à une même évolution qui soit celle du chiffre d'affaires, du résultat, etc. Donc, effectivement, c'est tout à fait juste. Bonjour, si la société a été créée en 2018 sans versement de salaire, cela s'applique-t-il? Alors, si la société a été Oui, créée en 2018… la réponse est oui, hein, pour cette situation-là. Alors, vous avez bien bénéficié en 2018 d'un complément de salaire, mais d'une exonération de CIMR, mais cette exonération correspond à la totalité de l'année 2018, donc il n'y aura pas de CIMR complémentaire. Alors, effectivement, M. Christophe, c'est là, on va dire, pour une création de société en 2018, de deux choses l'une. Soit il n'y a pas eu de versement de salaire, bon, finalement, le sujet ne s'applique pas trop. Et s'il y a eu un versement de salaire en 2018, il y a une mesure qui finalement venait annuler tout l'impôt au titre de la première rémunération versée en 2018. C'est-à-dire que les dirigeants qui ont démarré en 2018 et qui se sont versés une rémunération en 2018, on aurait pu se dire avec une application bête et méchante de la loi, c'est de se dire, si je démarre en 2018, par définition, je n'ai pas de référentiel en 2015, 16, 17, donc 100% de 2018 est imposé. Ce n'est pas la solution qui a été prise, c'est l'inverse. Ça a été de dire que 2018 a été présumé comme étant une rémunération normale et donc bénéficiant entièrement du crédit d'impôt. Et en revanche, il y a un dispositif qui permet de refaire les comptes par rapport à la rémunération 2019 qui a été faite dans la déclaration qui avait été faite en 2020 sur les revenus de l'année 2019. Il y avait des cases spécifiques à remplir là-dessus. Très bien, Madame Pichou. Donc, concrètement, voilà, demander ce remboursement, ça passe par une réclamation contentieuse. Alors, contentieuse, non pas qu'on va à la guerre, mais disons que c'est le terme qui est appliqué ici quand c'est le contribuable qui fait une demande, on va dire, spontanée de remboursement d'impôt, puisque l'idée va être de dire l'avis d'impôt que j'ai reçu, en gros, à la rentrée 2019, cet avis d'impôt est erroné parce que j'ai payé finalement une partie de l'impôt en excès. Donc, ça, il faut le faire par voie de réclamation contentieuse. Il faut bien documenter ce type de demande avec les justificatifs nécessaires.
En principe, le délai par défaut d'instruction de traitement d'une réclamation contentieuse est de 6 mois. Nous, l'expérience qu'on a sur les demandes de CIMR complémentaires, hors cas spécifique, voilà, on est plutôt sur 2-3 semaines. Bon, maintenant, il y a la période des fêtes, etc. Mais en principe, ce n'est pas quelque chose qui nécessite beaucoup d'instructions. Il peut y avoir, ensuite, cela va varier ensuite selon les services des impôts qui vont recevoir les demandes. Il peut aussi avoir des cas particuliers où si le dirigeant possède plusieurs sociétés avec plusieurs rémunérations et seules certaines rémunérations de certaines sociétés sont concernées, on peut avoir des questions de la part des agents, puisqu'en fait, vous allez faire votre demande pour telle et telle rémunération pour telle et telle société, mais dans les déclarations, tous les montants sont fusionnés. Parce que quand vous déclarez votre rémunération, alors que même vous êtes payé par 2 sociétés, par exemple, vous ne remplissez qu'une seule case. Donc, j'ai eu le cas récemment où l'agent n'avait pas compris ça et donc avait demandé des questions sur les sommes parce qu'il ne s'y retrouvait pas au niveau de la déclaration et aussi parce que finalement lui-même regardait mal. En théorie, mais ce n'est pas encore arrivé, en cas de réponse négative, il est naturellement possible d'effectuer des recours. Un recours que j'appelle plus simple, un recours, on va dire, un peu plus amiable en interne, qui est l'interlocuteur départemental. Pardon. Et ensuite, si le refus est maintenu, on peut toujours saisir le tribunal administratif. Mais là encore, mon retour d'expérience là-dessus est qu'on n'est pas sur des situations compliquées parce que le but est malgré tout d'aller réclamer un impôt qui a été payé à tort. On n'est pas en train de demander un remboursement. Enfin, la philosophie, c'est quand même de se dire, finalement, au titre de mon avis d'impôt 2019 que j'ai reçu, on va dire à la rentrée 2019, j'ai payé un impôt qui était excessif. Là-dessus, ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement, c'est étudier votre situation, vous faire une simulation de la restitution d'impôt que vous pourriez demander pour voir finalement à quel niveau on se situe. Et si c'est quelque chose que vous souhaitez poursuivre, nous rédigeons la demande, nous constituons le dossier et effectuons le dépôt et ensuite le suivi. Donc, pour celles et ceux qui seraient intéressés, je vous invite à consulter notre page dédiée sur notre site internet et à prendre contact avec nous, soit directement sur cette page au travers d'un petit formulaire qui s'y trouve, ou soit nous envoyer un petit email à cimr@solegal.fr et à ce moment-là, nous vous expliquerons plus en détail notre intervention qui naturellement fait l'objet d'une convention d'honoraires pour que tout soit clair. À ce moment, est-ce que vous avez des questions, peut-être en complément de ce qui a déjà été posé? Une question qui avait été posée par une personne par un dirigeant que j'avais accompagné, c'était mais finalement, on a l'impression que cette info n'avait pas fait l'objet de communication, que ça paraissait un peu un dispositif passé un peu inaperçu. Et en fait, moi, comment je l'explique, c'est que finalement, de mémoire, le prélèvement à la source a été introduit par une loi de finances de fin 2016 qui ensuite a fait l'objet de reports successifs pour être mis en place au 1er janvier 2019. Et ce dispositif dont on parle, finalement, était prévu dans cette loi qui mettait en place le prélèvement à la source. Mais elle n'a pu trouver d'application pratique qu'à compter de l'avis d'impôt qu'on a tous reçu
entre juillet, août et septembre. Donc, en fait, il y a eu un décalage entre le moment où la mesure est parue et le moment où elle a dû, à l'époque, été discutée, et le moment où finalement la mesure a trouvé une application pratique. Et ce décalage temporel fait que les commentateurs ou les observateurs de l'époque en ont parlé, on va dire, en 2017, etc. Et qu'ensuite, le moment où il était venu de la mettre en œuvre, elle n'était plus d'actualité en tant que telle, et c'est pour ça qu'elle n'a pas fait l'objet de communication. Et je voulais savoir, est-ce que parmi l'audience, vous aviez été sensibilisé à cette mesure, par exemple, quand vous aviez déclaré les revenus de l'année 2018, vous avez informé de cette mesure ou pas? Non, mais effectivement, voilà. Non, mais voilà, ça montre bien que effectivement, merci de ces retours, c'est très intéressant. Il y a effectivement, soit l'info n'avait pas été évoquée, soit effectivement on pouvait le regarder dans certains éléments de documentation, soit à l'époque ça avait été évoqué et à l'inverse on disait aux personnes n'augmentez pas, ce qui peut s'entendre, hein. Je pense que c'est d'abord un dispositif qui, à la fin, qui en bénéficie vraiment, ce sont les personnes qui étaient finalement en situation haussière au cours de la période, qui se sont retrouvées en hausse, non pas tant lié à un pilotage volontaire de rémunération, mais c'est surtout quelque chose qui a accompagné finalement la croissance de leur activité. Mais après, on peut imaginer sur des situations particulières qu'il y avait finalement une vraie stratégie derrière. Dans la réclamation contentieuse, faut-il donner explicitement le montant du remboursement qu'on demande ou peut-on le laisser calculer par l'administration? Non, moi, ma pratique, c'est que j'ai l'habitude d'enfermer l'administration, c'est-à-dire que je donne tous les éléments et effectivement, comme réagit Victor, c'est un élément de motivation de la réclamation. Vous devez indiquer le montant parce que plus on laisse finalement d'action dans l'administration, plus aussi on lui donne une opportunité de se tromper. Donc, moi, ma pratique, c'est j'enferme l'administration pour qu'en fait, elle n'ait que des cases à cocher. OK, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ce montant. Voilà, c'est leur donner les enfermer, leur poser leur donner le moins d'éléments ouverts pour éviter justement une interprétation, etc. Donc, moi, sur les demandes faites à ce stade, c'est plutôt quelque chose d'assez détaillé où finalement je les enferme, voilà, c'est mon expression, pour que la personne, celui qui instruit, se dise je ne peux que autoriser, valider la demande de remboursement. Là encore, pour vous donner, on va dire, l'élargissement, le champ global, c'est une mesure qui n'a pas d'effet sur le taux, votre taux de prélèvement à la source, qui est celui à partir duquel vos acomptes mensuels sont prélevés. Le montant de l'acompte, lui, a été mis à jour par rapport au montant que vous avez déclaré en 2020 sur les revenus 2019. Et donc, il y a une mise à jour qui va se faire au 1er janvier prochain. Et ça, c'est indépendant de cette mesure. Donc, il n'y a pas un effet périphérique, indirect, négatif qui consisterait à dire, mais est-ce que si je fais cette action, est-ce que du coup, ça me change autre chose? Peut-on conclure que le remboursement, montant des revenus complémentaires fois taux marginal? Effectivement, effectivement.
puisqu'on va récupérer une partie de l'impôt qui a été payé dans le cadre de l'avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018. Et effectivement, on a des effets de seuil. Si d'autres revenus sont venus augmenter le taux effectif et votre taux marginal, ben, ça veut dire que le montant de l'impôt qui s'est appliqué à cette portion de revenus exceptionnels de 2018 a été important. C'est une sorte de grande règle de 3. Donc, effectivement, monsieur Philippe PVA. Madame Mottet, s'il n'y a pas d'autres questions, et naturellement, d'autres questions peuvent suivre. Hein. Donc, ben, je vous laisse circulariser la présentation. Je pense que vous aviez le fichier. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, j'invite les participants et même d'autres personnes qui viendraient à prendre connaissance du sujet, voilà, de prendre connaissance de la page dédiée et puis, le cas échéant, s'ils veulent en savoir plus, pour nous adresser un email. Parfait. Bah, écoutez, la présentation vous sera diffusée dans la journée. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. Merci à toutes et à tous. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.